Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des bénévoles. Un épisode qui sera consacré aujourd'hui spécialement à la remise de prix de fin de saison de la NBA, ce qu'on appelle plus couramment les awards. Donc voilà, avec nous pour débattre et pour parler de cette remise de prix, nous avons Coach Kira. Bonsoir à tous. Nous avons également notre Schulte qui est en migration du côté d'Hambourg. J'ai nommé Free. Ah, plus du côté d'Hambourg, maintenant du côté de Paris. Mais bonjour à tous quand Ah, même. il est revenu. Il est Il est revenu. revenu. Et puis, pour nous prêter main forte, eh bien, tout simplement, le fan absolu de la Nouvelle-Orléans, des Hornets, celui qui suit la franchise de près, qui scrute tous les moindres faits et gestes. J'ai nommé Mike. Bonsoir à tous, merci pour la présentation en tout cas. Voilà, donc messieurs, si vous le voulez bien, on va démarrer dans le vif du sujet avec le plus gros prix, le prix du MVP, avec un duel qui s'annonce entre LeBron James, clairement, et Kevin Durant. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à coach peut-être pour démarrer. Voilà, donc on va commencer en effet avec le trophée de MVP, le trophée le plus prestigieux. Comme l'a dit Mister Triple Double, un duel voilà entre LeBron James et Kevin Durant. LeBron James à la recherche de son troisième titre de MVP. Durant lui pour son premier, donc qui sont de loin les deux meilleurs joueurs de la saison. Pour ma part, je le donnerai à LeBron James qui a vraiment réalisé une saison phénoménal sur le plan à la fois statistique mais également sur le plan du jeu du hit. Par rapport à l'année dernière, je trouve que l'équipe a bien progressé et l'impact de LeBron sur ses coéquipiers a vraiment été magistral. Voilà, donc Durant probable numéro 2. Derrière, la course est plus ouverte avec un certain nombre de joueurs. On peut penser à Chris Paul qui a porté les Clippers, à notre Tony Parker national, excellent avec la meilleure équipe de la saison, les Spurs. Voilà, des joueurs comme Kobe Bryant, Russell Westbrook, enfin derrière, je veux dire, ce sera plus ouvert, mais en tout cas le duel à deux têtes, voilà, avec pour moi un avantage pour LeBron James. Avantage pour LeBron James pour moi aussi en tout cas. Après, c'est vrai que je lui donnerais le trophée, mais avec un petit peu de réserve. Je trouve que cette année encore, bon l'année dernière il y avait l'excuse que c'était la première année, mais pour cette année encore, offensivement il n'y a pas trop d'identité du côté des Heat. Il y a une hyper dépendance à James, mais je trouve qu'on a l'impression que l'équipe pourrait être encore meilleure. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait les Bulls au-dessus, sans Derrick Rose qui soit au-dessus, c'est un petit peu gênant quoi. On a l'impression que le Heat pourrait être plus fort et c'est un peu la sensation qui gêne avec James. Et pour moi, après, il n'y a pas débat, hein. Pour moi, James est devant parce que sur le plan défensif comme sur le plan offensif, il est indispensable au Heat. C'est vraiment le cœur de l'équipe, le centre. Alors que Durant, je trouve que du côté d'Oklahoma City, les tâches sont un peu mieux réparties. Et c'est vrai qu'autant Durant, je trouve qu'en termes de leadership, cette année, il a vraiment été exemplaire. Que ce soit l'affaire avec Westbrook, qui a vraiment été bien géré au début, et même durant toute la saison, il a vraiment été impeccable. Mais tant offensivement, il est vraiment très fort, un super score, mais je trouve qu'il n'a pas le même impact que James, et c'est pour ça que dans un premier temps, non, dans un temps final, je donne mon vote à LeBron James sans aucun souci. Alors pour ce qui est de ma part, je rejoins mes coéquipiers, je vote LeBron James à 200% parce qu'il est beaucoup plus complet que Durant, que ce soit en défense, que ce soit en 1 contre 1, en transition, ça va super vite, ça explose. Durant, c'est un super bon score, il doit avoir quoi, 0,7 points de plus de moyenne que LeBron James, il me semble, c'est pas énorme. Ouais, environ. Ouais. Mais, mais LeBron James est 10 fois plus complet. Et puis, il y a pas longtemps, là, dans quelques matchs, il a bien joué dans le quatrième quart-temps, ce qu'on lui reprochait pendant les playoffs. Après, est-ce qu'il va le faire pendant les playoffs, c'est la grande question. Mais je pense qu'il est vraiment au-dessus de Kevin Durant. Et puis, Complémentarité. et puis surtout cette année, on a vu Dwayne Wade être blessé quand même un certain nombre de matchs. Et dans ces matchs-là, LeBron James a vraiment été stratosphérique. Il a vraiment porté le hit pendant les absences de Wade. Donc vraiment, LeBron James pour moi loin devant. Et si je dois nommer un facteur X, pour moi ce serait Russell Westbrook, qui est, je trouve, un petit peu sous-coté malgré il fait une saison fantastique avec Exactement. C'est vrai. le Thunder. Et pour moi c'est vraiment le troisième homme à titre personnel. Voilà, donc Russell Westbrook sur le podium. Voilà. Il y a Alors moi, quelque messieurs... Oui, vas-y, Mike. Non, il y a quelque chose à pas oublier, c'est que Kevin Durant, niveau défensif,
Il a un deuxième rideau qui s'appelle Serge Ibaka. LeBron James a personne derrière pour l'aider. Niveau défense, tour de contrôle, c'est le calme plat niveau Miami. Donc, Il a Ouais, il y a quand même Joel Anthony derrière qui avait fait un bon boulot, un peu moins cette année, c'est vrai. C'est clair que défensivement, pour moi, James me fait un peu penser au Scottie Pippen des Bulls. Cette Ouais, sensation tout à d'avoir fait. un volume défensif extraordinaire, qu'il est à un endroit du terrain, mais qu'on pourrait quasiment faire un cercle autour de lui d'un rayon, allez, je vais dire 2 mètres, où vous savez que vous pouvez pas mettre la balle. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est vrai que Durant n'a pas du tout le même impact défensif. Vraiment. Après, comme je dis, moi, le seul truc qui me gêne un peu avec James, c'est que c'est sûr que le hit, James est indispensable au hit, mais est-ce que le hit est à 100% de ses capacités? On va dire comme par exemple fait un Steve Nash avec les Suns. On n'a pas cette sensation avec James que le hit est à 100% de ses capacités. Et là d'ailleurs, on voit bien Durant depuis le All-Star Game, le hit a un peu baissé en régime. Et moi, Ouais. ça me gêne un petit peu à ce Mais niveau-là. vas-y, Et le Mister Heat est Triple Double. surtout, et le Heat est surtout de plus en plus dépendant de LeBron James, de par la blessure de Wade aussi, on l'a dit, mais on sent une LeBron dépendance un peu comme à l'époque des Cavs, alors que pourtant Ouais. les coéquipiers qui l'entourent, normalement, sont vraiment au-dessus de ceux qu'il avait à Cleveland. Et c'est un petit peu ce qui est gênant, oui. Enfin, ses copiers sont au-dessus. Je veux dire, si on enlève le Bosch et Wade, après ça reste quand même vraiment des rollers qui, pour la plupart, seraient cantonnés à un rôle vraiment très mineur dans beaucoup d'équipes. Quoi. Quand on voit la rotation au poste de pivot, Oui. Anthony, Turiaf, Dexter Pittman, des joueurs voilà, qui maintenant ils refont un peu C'est jouer très James pauvre. Jones, enfin, c'est vraiment très pauvre en dehors du trio. Alors que du côté du Thunder, on a vraiment un effectif très complet. On a James Harden, Sefolosha, Serge Ibaka bien sûr, Kendrick Perkins, C'est plus qui entoure complet. parfaitement le duo Durant-Westbrook. Donc l'effectif sur le papier du Thunder est largement plus complet, mais l'impact individuel de LeBron est pour moi bien supérieur. Voilà, c'est aussi pour ça, c'est pour toutes les raisons que vous avez évoquées, que je lui donnerai aussi le titre de MVP. Et puis notamment, moi, c'est défensivement, comme l'a dit Free, il m'impressionne. Vraiment, c'est assez énorme ce qu'il fait, je trouve. On l'avait vu déjà face à Derrick Rose en playoff l'année passée. On l'a vu dans le match aussi, dans le quatrième carton face au Thunder à Miami, où il a muselé Kevin Durant sur le dernier carton, notamment dans les 5 dernières minutes. Si vous avez vu ce match, c'était quand même quelque chose. En effet, oui, non, et puis LeBron James, voilà, très bon intercepteur, mais pour moi, c'est vraiment au niveau des contres, c'est peut-être le contreur le plus spectaculaire de la NBA, qu'on voit débarquer de nulle part et bloquer un joueur voilà, qui est allé au layup, ça, c'est assez impressionnant à voir, et donc LeBron James également un excellent défenseur, ça risque de faire la différence donc pour le titre de MVP. Bah, au niveau Après, des comptes, c'est sûr. Non, Vas-y, je te Free. laisse, vas-y Mike. Non, je te laisse, vas-y. Non, je disais au niveau des contres, LeBron James, c'est Derrick Rose qu'on a fait les frais dernièrement avec un gros bloc par derrière. C'était juste énorme. Moi, je voulais rebondir en fait sur ce que disait Mr. Triple Do par rapport à ça, qu'il y a peut-être en fait une surdépendance de James par rapport au hit. Et c'est bête à dire, mais il y a quelques joueurs dans la ligue qui sont vraiment très bons, mais qui savent faire parfois la part des choses et un petit peu de sacrifice par rapport à leur capacité maximale. Je prends le cas de Durant, clairement, il pourrait marquer beaucoup plus de points. Vraiment, il pourrait. Ce que je veux dire, c'est qu'offensivement, il pourrait être un point d'ancrage encore plus important. Mais voilà, par exemple, il a compris que Westbrook a besoin aussi d'avoir le ballon. Et il s'est adapté pour justement faire que Westbrook soit le plus et le plus le ballon le plus souvent et qu'il soit donc meilleur. Et je trouve que c'est quelque chose d'admirable. Après, c'est un débat justement. Est-ce que on peut compter ça véritablement pour le MVP? Ça reste très subjectif. Mais je trouve que James, des fois peut-être un peu comme Chris Paul, je fais un peu le même reproche à Chris Paul, d'avoir des fois tendance à faire que le jeu soit trop dépendant d'eux-mêmes et à ne pas savoir des fois un peu à un moment lâcher et laisser les autres prendre de l'importance. Je prends un cas tout bête, mais Batillet cette saison me déçoit beaucoup. J'attendais beaucoup plus de oui, lui. c'est vrai. Oui. Et il y a certains joueurs dont on attend des fois des rôles un peu plus importants. Et c'est vrai que on se dit maintenant, James, il faut absolument qu'il ait le ballon tout le temps. C'est comme ça que l'équipe est meilleure. Mais justement, il y a une balance à avoir et c'est un peu le reproche que je ferai à LeBron James. Mais voilà, c'est un peu un problème. Faut trouver le juste équilibre et des fois il Alors, est pas évident. la seule part du gâteau qu'il a, j'ai envie de dire qu'il il la laisse à son meilleur pote, il la laisse à Dwayne Wade, notamment dans les fins de match où vraiment il faut aller marquer le panier décisif. On a vu quelques fois quand même cette saison Wade conclure les matchs à la place de LeBron James. Je parle uniquement sur la dernière action. Je prends le Ouais, dernier c'est vrai exemple qu'il a en date laissé face faire aux ça. Pacers.
Voilà, il lui laisse encore ce privilège-là, peut-être, de Bah, prendre le disons dernier que tir. les défenses sont plus resserrées sur James que sur Wade, et vu que les deux joueurs ont vraiment un niveau phénoménal, si je veux dire si LeBron est pris, Wade pourra assurer derrière sans problème. Donc à mon avis, il y a ça aussi qui joue un petit peu. Ok, messieurs, je pense qu'on a été complet sur le titre de MVP. On va peut-être pas débattre sur les places de 3, 4, 5. On va enchaîner maintenant avec tout simplement le titre de Rookie of the Year. Je pense qu'il y aura peut-être pas de débat Trop, non. là-dessus. Non, pas spécialement de débat, non, mais le trophée est gagné depuis bien longtemps par Kyrie Irving, voilà, qui a été excellent avec les Cavs et qui pour son retour hier a apporté une nouvelle victoire à Cleveland. Donc voilà, il est arrivé avec le premier choix, mais quand même pas mal de personnes sceptiques quant à sa capacité à s'imposer en NBA après une saison de freshman avec Duke amputé des deux tiers. Mais voilà, il a fait bien plus que réaliser une bonne saison. Il a pratiquement mené les Cavs en playoff euh, lorsqu'il était en bonne santé. Donc voilà, largement numéro 1. Après ça, derrière, Rubio sans doute numéro 2, qui a été très bon avec les Timberwolves. Sans doute le meilleur meneur pur de la promotion et un des futurs grands meneurs de la ligue. Et derrière, il y a un certain nombre de joueurs qui sont plutôt pas mauvais, notamment trois joueurs qui actuellement sont en plein boom. Je pense à Klay Thompson Ouais, ouais, qui explose depuis le complètement. départ de Monta Ellis, qui tourne, je C'est crois, 25 points de moyenne sur les derniers matchs. Le c'est la deuxième se révélation nomme, chez les rookies, hein. c'est la révélation de la fin de saison en effet, oui, tout Ouais. à fait. Le deuxième c'est Kenneth Farid avec Denver, voilà le meilleur rebondeur pur de cette draft. Et enfin, le troisième, c'est sans doute le joueur le plus inattendu, le 60e et dernier joueur appelé en juin dernier, Isaiah Thomas, qui est devenu le meneur titulaire à Sacramento et qui a relégué Jimmer Fredette au rang de faire-valoir. Donc voilà, Isaiah Thomas qui est également l'un des meilleurs rookies de la saison, mais en tout cas, Kyrie Irving numéro 1, Rubio numéro 2, et puis après ça, voilà, c'est joueurs. Ouais, globalement, je suis aussi assez d'accord pour le classement. Après, il y a quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est vrai qu'on a l'impression, depuis que la blessure de Rubio, que c'était classé. Mais je tiens à Ouais. signaler quand même que Irving, je crois, a joué 48 matchs et Rubio en a joué 41. Comme quoi, l'écart est pas si élevé que ça en nombre de matchs. Donc, ce qui fait que pour moi, l'écart, bon, clairement, hein, Irving est numéro 1. Parce que, au vu des responsabilités qu'il avait cette saison, je trouve que ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Surtout que c'était une saison un petit peu dure. On a vu, notamment offensivement, pour tous les joueurs, avec des pourcentages en baisse, sauf pour quelques phénomènes. Et quand on voit la saison qu'a fait Irving, qu'il a été capable, en plus de s'adapter par rapport à ses premiers matchs, non, il a vraiment fait pour moi une saison exceptionnelle et il mérite sa place de première place. Mais après, pour moi, faut pas non plus démériter Rubio parce qu'on a vu que dès que Rubio était plus là du côté de Minnesota, c'était terminé. Alors c'est vrai qu'il a pas les Ils mêmes, ont coulé, ouais. il a pas les mêmes, il a pas les mêmes responsabilités qu'Irving, vu que bon, Love reste le franchise player, mais il a eu une importance énorme dans le jeu. On voit bien au quatrième quart-temps, les Wolves étaient complètement perdus quand il a pu être là, quoi. Et c'est vrai que je pense que Minnesota a de l'avenir avec Rubio, parce qu'on l'a vu, c'est le type de joueur qui est complètement capable de changer un collectif à lui tout seul et c'est pas à négliger. Après, pour le reste du podium, donc clairement un Irving, en deux Rubio. Après, c'est plus variable. J'aurais tendance à garder les mêmes. Farid, Thomas et Klay Thompson en secteur 2. Alors moi, pareillement, je suis absolument d'accord avec mes collègues, encore une fois. Moi, Irving, j'ai regardé son match parce qu'on est en pleine période de tanking, n'en déplaise à Kira. J'ai regardé le match Cleveland-Knicks jusqu'à la fin. Irving a juste été exceptionnel. Il rentrait, il partait en transition. C'était somptueux à avoir joué. Pour un rookie, c'est vraiment somptueux. Et Rubio a joué, je crois, 6 matchs en moins. Je crois que c'est 47 et pas 48, mais il faudrait que je regarde les chiffres. Et c'est vrai que Rubio, quand il est là, les Wolves sont plus du tout la même équipe. On a vu même quand Love était tout seul, parce qu'il a été blessé là dernièrement, même quand il était tout seul, il était en galère, il cherchait son meneur, c'était pauvre. Et en troisième, moi je mettrais bien Klay Thompson qui a un volume de jeu offensif assez phénoménal. Et Gros avec le shooter, départ hein. de... Ouais, exactement. C'était un peu l'énigme de la draft pour moi, de la dernière draft. Je savais pas s'il allait être très mauvais ou très bon. Donc je suis agréablement surpris par son volume de jeu offensif. Et voilà, et je mettrai les deux mêmes derrière. Avec Kenneth Farid, je crois qu'il est quasiment en double-double de moyenne. Je crois qu'il tourne à 9 points, 9 Ouais, rebonds, ouais. quelque chose comme ça. Pratiquement maintenant, ouais, pratiquement, ouais. Ouais, voilà.
Et Isaiah Thomas qui fait un travail formidable avec une dernière passe qui était somptueuse que j'avais postée d'ailleurs sur le forum. Exactement, oui. Isaiah Thomas qui fait déjà preuve d'une très grande maturité, il est assez âgé pour un rookie, mais Isaiah Thomas qui fait une saison fabuleuse. Mister Triple Double, ton avis? Ouais, et ben mon avis tout simplement, je vais vous suivre hein, sur Kyrie Irving. Franchement, et moi j'avais des doutes, notamment au niveau physique, le fait qu'il ait joué que 11 matchs avec Duke. Je me suis dit qu'il va peut-être prendre le rookie ball, etc. Sur chaque match qu'il a joué, moi il m'a clairement impressionné. J'ai le souvenir d'un match à Denver, là, chez les Nuggets, où il arrache la décision à la fin à lui tout seul. Plusieurs matchs comme ça où vraiment il a fait la différence et il m'a Je vraiment crois que c'est un des impressionné. joueurs qui a mis un des joueurs qui a mis le plus de buzzer beaters cette saison. Il a mis, je crois, 2 fois Ouais. 14 points dans les 5 dernières minutes d'un match, donc vraiment Ouais. formidable. Oui. Vraiment, vraiment impressionnant. Je vous rejoins après sur Rubio en numéro 2. Et par contre, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement du fait finalement du peu de matchs qu'il avait joué en moins par rapport à Irving. Je m'étais pas fait la réflexion. C'est vrai qu'en y réfléchissant un petit peu, il mérite peut-être un peu plus de considération. Et c'est vrai que le jeu des Wolves était pas du tout le même. Moi, il me rappelle clairement, toute proportion gardée, un Steve Nash de début de carrière. L'adresse en moins. L'adresse en Adresse moins. en moi, oui. Voilà, c'est quand même, bon, assez Voilà, handicapant, Mister hein, Triple Double qui a mais un petit problème de collection qui va revenir avec nous très vite. Donc j'espère, ouais. pour enchaîner, voilà, donc là on a vu les rookies, également quelques déceptions cette année dans la promotion. Je pense par exemple à Ian Vesley qui a pas été très bon avec Washington. On peut penser également au duo de rookies des Bobcats qui n'a pas été très très performant. Bismack Kemba et Kemba, Walker, ouais. Bismack Biyombo, on pouvait en attendre un peu plus. Enes Kanter aussi avec Utah qui a été Il a peu joué, remarque Kanter. qui a souffert derrière Al Jefferson et Millsap. Donc je ne sais pas si mes collègues ont un avis à ce sujet. Bah, il y a même Favre qui est dans la rotation de Utah devant Enes Kanter. Il joue très peu de minutes. Alors, si on fait le prorata, il est pas si mauvais si on fait qualitatif, quantitatif. Au niveau des minutes qu'il joue, il apporte pas mal, mais il n'a pas sa chance pour l'instant. Trop peu de temps de jeu, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense qu'on a peut-être fait le tour au niveau des rookies. Je sais pas Ouais, si vous avez d'autres des à- rookies. Voilà, juste peut-être Globalement, je trouve que c'est préciser assez que, faible, hein. C'est une draft assez faible, je trouve. Le Ouais, sujet, je suis d'accord. y a ouais, pas de quoi c'est vrai. s'enthousiasmer, quoi. Mais on le savait depuis le début, de toute façon, que c'était une draft assez faible. Ça va. Ah, on pourrait signaler Kawhi Leonard qui a fait une super saison du côté des Spurs. Bon, dans un rôle Exactement. certes très spécifique, mais ce qu'il fait, il le fait bien, mais on va dire, c'est du classique pour les Spurs, quoi. Et ce qui est assez drôle Ouais, dans le top 5 de la draft qu'on a annoncé avec Isaiah Thomas, il a été sélectionné en 60e position, donc à une position ouais, de jouer et faire valoir dans d'autres ligues. Ouais, exactement. ouais, c'est ça. Comme quoi, ça tient à rien, hein, ça tient à rien. On va enchaîner maintenant sur le trophée de Defensive Player of the Year, donc le meilleur défenseur de l'année. Messieurs, selon vous, qui mérite d'avoir ce trophée? Bon, bah, je vais partir, hein. Ouais, vas-y, Je pense que là, va y avoir un peu de désaccord, surtout avec moi. Moi, j'ai tendance à vouloir regarder Dwight Howard. Après, la question, c'est est-ce que le leadership défensif doit rentrer ou pas? C'est vrai que c'est assez faible à ce niveau-là, je trouve, par rapport à Ibaka, à James ou à d'autres joueurs. Mais très clairement, défensivement, je trouve qu'il reste le point d'ancrage dans une équipe où globalement il y a beaucoup de mauvais défenseurs. Et très clairement, pour moi, il mérite la première place. Après, avec Ibaka, James, pas au même niveau. Voilà, Bah, pour écoute- moi, vas-y Mike, je t'en prie, vas-y. Non, mais j'allais rejoindre Free, je vais pas être en désaccord avec lui pour cette fois, mais je trouve que Dwight Howard a une dissuasion formidable, il a un leadership défensif pour Orlando. Il rejouera pas de la saison, c'est le petit problème que j'ai, sachant que Serge Ibaka va jouer tous les matchs du Thunder et que Dwight Howard a été blessé pas mal de temps. Donc j'ai ce petit problème-là. J'aurais quand même tendance à garder Dwight Howard, mais avec le petit problème qu'il n'a pas joué tous les matchs. Après, Ibaka et James juste derrière. D'accord, Ouais, mais coach. pour moi, Vas-y, coach. oui allô? Ok, ouais. Vas-y. Non, pour moi, je mettrais comme pour le trophée de MVP, je le donnerais le trophée de meilleur défenseur à LeBron James. Voilà pour sa saison exceptionnelle, défensivement parlant.
aussi bien au niveau de la défense sur l'homme, les interceptions, les contres. Il a vraiment été excellent. Deuxième, je mettrais Dwight Howard, qui est, je veux dire, qui est un défenseur voilà exceptionnel depuis toujours et qu'il sera sans doute tout au long de sa carrière. Et troisième, le meilleur contreur de la ligue, Serge Ibaka, voilà, qui est une vraie machine à bâcher, qui est une véritable force de dissuasion dans la raquette du Thunder. 8 contre hier. Donc voilà, 8 contre hier, encore une fois, voilà, oui. Je crois qu'il a battu le record du plus grand nombre de comptes sur une série de 10 matchs ou de 12 matchs. Je crois qu'il était à 100, 110 ou quelque chose comme ça, enfin c'était assez incroyable. Et il a même fait un triple-double avec des contres cette année aussi, exactement. C'est quand même assez fort. Et donc moi j'ai exactement le même trio que celui de coach, dans le même ordre. Pour moi je le donnerai à LeBron James. Il fait une saison du type de celle de Michael Jordan en 1988 pour moi. C'est quand même assez exceptionnel et défensivement je lui donnerais pour son volume de jeu, comme disait Free tout à l'heure, on avait l'impression de voir Scottie Pippen. Voilà, et en numéro 2, donc tu l'as dit, derrière Dwight Howard pour sa dissuasion, tout ce qu'il apporte, et puis Ibaka pour tout cet aspect second rideau sur les contres. Après, défense sur l'homme, peut-être un peu moins bien, et pour une fois qu'un arrière pourrait avoir le trophée de Defensive Player of the Year, ça serait pas mal. Et puis, si je veux rajouter un joueur donc derrière ce trio, je rajouterais Josh Smith d'Atlanta. Qui fait une saison magistrale à tous les niveaux et qui défensivement aussi bien au contre qu'aux interceptions qu'au rebond vraiment, enfin il termine la saison en trombe et ce sera intéressant de le voir en playoff, donc je le mettrai juste derrière ce trio. J'aurais tendance à mettre Tyson Chandler, qui pour moi un peu dans un même rôle que Howard au Magic défensivement parlant, qui est un petit peu seul. Où souvent, c'est vrai que j'avais eu un débat avec Flying, c'est vrai que les joueurs à côté vont les orienter justement pour tomber face au mur défensif, quoi. Et c'est vrai que Chandler est un petit peu dans le même rôle que Dwight Howard à ce niveau-là, qui sont pas des rôles faciles à tenir, puisque ça veut dire que défensivement parlant, tout tient quasiment sur un seul homme. C'est pour ça que moi j'ai tendance à mettre Howard un petit peu devant James, c'est que James est quand même entouré d'une véritable armada défensive à côté de lui. Dwayne Wade c'est très fort, Chalmers aussi, Anthony, etc. Et défensivement, il y a quand même une certaine assise, une certaine rapidité du côté du Heat, qu'il n'y a pas du tout du côté du Magic. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai tendance à donner mon vote à Dwight plutôt qu'à James. Voilà, attention, du côté d'Enix, il y a un futur très grand défenseur. Pour moi, ça sera Iman Shumpert. Voilà, oui. Vous l'avez vu sûrement face à Derrick Rose dernièrement dans un match face aux Bulls. Il a été tout bonnement, vraiment, il lui a posé de gros soucis en défense. Ah non, ce sera un futur très très grand défenseur sur la ligne extérieure. À mon avis, c'est en tout cas de cette promotion de draft, c'est loin le numéro 1. C'est le meilleur numéro 1, voilà. Ouais. Défenseur au poste, c'est vrai qu'il est vraiment exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Voilà, et il va pas. Un gros sens d'anticipation. Exactement, gros sens d'anticipation. Ouais. Il y en a un autre dans le même genre aussi, moins connu, moins flashy, mais Avery Bradley des Celtics de Boston. Il en a embêté quelques-uns cette année aussi sur la remontée de balle. Ouais, Bradley qui tourne à plus de 20 points là, les 5 derniers matchs, et il a pris encore une fois ses responsabilités hier, il n'y avait quasiment pas de joueurs du côté des Celtics, c'était vraiment le maître à jouer de la seconde armada, quoi. Défensivement, l'association Rondo-Bradley, c'est terrible. C'est dur. Les playoffs, ça va compter, je pense. Ouais, c'est sûr. Après, il y aura sûrement un déficit de taille face à un grand numéro 2. Exactement. Voilà, donc ça va peut-être pêcher aussi là-dessus en playoff. Enfin, on en reparlera. Voilà, on va. Non, vas-y. Oui. Vas-y. On oublie souvent aussi Sean Marion, qui reste quand même un défenseur exceptionnel, qui peut défendre sur beaucoup de postes différents, et qui pour moi est aussi très bon, et qui, c'est dommage qu'il y en ait qui bloquent dans la first team, mais pour moi qui sera dans la seconde team. Enfin, c'est entendu. Très bien. Donc on va enchaîner avec un trophée aussi où il y aura peut-être pas beaucoup de débats, en tout cas moins de débats que pour le défenseur de l'année. C'est celui du 6e homme qui avait échoué dans les mains l'année passée de Jason Terry des Mavs. Alors messieurs, il y a un grand favori cette année, c'est James Harden. Je vous laisse peut-être vanter ses qualités. Voilà, James Harden, formidable avec le Thunder, qui est vraiment la troisième force offensive de l'équipe. Un excellent shooter, qui peut prendre feu à tout moment.
et qui permet justement au relais des titulaires d'assurer quand même une présence offensive de très haut niveau pour la seconde unit du Thunder. Donc voilà, James Harden qui à mon avis le remportera sans souci. Derrière c'est un peu plus ouvert, alors on peut citer par exemple plusieurs joueurs de Philadelphie comme Lou Williams ou Thaddeus Young. Voilà, Philadelphie qui s'appuie au moins autant sur son banc que sur son 5 majeur. Et puis derrière les habitués de la Ward, je pense à Jason Terry, Manu Ginobili par exemple. Donc vraiment voilà une course avec James loin devant toute la concurrence. Et puis peut-être également du côté de New York, plusieurs joueurs qui apportent beaucoup depuis le banc. Je pense notamment à J.R. Smith depuis quelques temps. Et bien entendu Steve Novak, le meilleur shooter de la ligue. Et de loin. Ouais, je pense que pour Harden, il n'y a pas photo, hein. Il est vraiment exceptionnel. Ouais. La seule question, c'est est-ce qu'on peut donner le trophée de 6ème homme à quelqu'un qui joue plus de 30 minutes par match? C'est la seule C'était la véritable question avec Odom. Ouais. C'est la même avec Odom, avec Terry. Il y a toujours cette question-là et c'est la seule qui peut remettre en Ouais, cause c'est un ça, peu Harden. Parce que sur le reste, il est vraiment exceptionnel. Et je trouve que surtout, il complète à merveille les deux autres bouffeurs de ballon à ses côtés, qui sont Westbrook et Durant. Ce qui est impressionnant avec Harden, c'est qu'il arrive à faire beaucoup de points en très peu de tirs. En très Il va peu de toujours temps. provoquer les fautes. C'est quelqu'un qui doit avoir un très bon pourcentage, je pense, parce que il est assez exceptionnel à ce niveau-là. Harden, on l'a vu, même je crois ce match à 40 points, il a pris assez peu de tirs, je pense. Ouais. Et c'est là, je trouve, où il complète bien les deux autres. En plus, derrière, il y a de l'intelligence de jeu. Il sait passer le ballon, il va savoir faire la bonne chose, et ça, je trouve que ça compte. Et derrière aussi, en plus, c'est quelqu'un qui est plutôt clutch, dans le sens où souvent, pour mettre le 3 points qui va relancer l'équipe quand les deux autres sont pas capables de le faire, vous pouvez donner le ballon à Harden, il va souvent vous le mettre, il est assez horrible, que ce soit pour tuer le match ou pour relancer, il est souvent là. Mm. Et après, pour compléter, ça devient beaucoup plus compliqué. J'aurais tendance à mettre Terry, qui est toujours un petit peu indispensable aux Mavs, même s'il fait une moins bonne saison. Et j'avais un coup de cœur moi, pour André Miller, dont on parle très peu à Denver, mais qui a son Exact, temps de jeu ouais. et qui sur son temps de jeu, je trouve, c'est toujours un joueur un petit peu sous-coté, André Miller, mais il apporte toujours Toujours. cette stabilité à Denver et à chaque fois qu'il est là, il fait son rôle de meneur à merveille. Et je trouve qu'il mériterait d'être un petit peu plus cité. J'aurais par exemple préférence, on cite souvent Harrington à ses côtés. Moi je sais que j'ai un petit peu le coup de cœur de Miller qui en backup est vraiment exceptionnel. Surtout que quand il arrive en début de saison, il tirait un peu la tronche d'être derrière Ty Lawson parce que il se considérait comme vraiment le meneur titulaire et on le comprend hein, parce que dès qu'il rentre sur le terrain, il apporte énormément. Et puis surtout cette année, il me semble qu'il est rentré dans le top 10 des meilleurs passeurs de tous les temps, André Miller. Hein. Donc un joueur, voilà, si on vous demande la liste des 10 joueurs, on pense pas forcément à lui. Mais c'est un joueur qui a quand même été régulier depuis le début de sa carrière et qui apporte beaucoup à Denver en termes d'expérience. Alors moi, pour ce qui est du 6ème homme, je vous rejoins tout à fait. Je vais revenir faire un petit truc quand même. Harden a été sélectionné en 2009 à la 3ème position. Donc avant tout, je tire mon chapeau au staff du Thunder, parce que foutre un 6ème homme en 3ème position de draft, c'est quand même très fort. Il pourrait être arrière dans la majorité des franchises, et ils ont réussi à le conserver. Donc je leur tire mon chapeau. Il sait tout faire, il est complet, il sait vraiment tout faire. En 2ème position, moi je mettrais bien Lou Williams, parce que c'est vrai que Philadelphie tourne pas trop bien en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je crois que c'est un des meilleurs scoreurs de l'équipe, donc c'est le seul qui peut créer son shoot, qui peut amener du danger offensivement. Iguodala est assez limité à ce niveau-là, et il tire vraiment son épingle du jeu. Et en 3ème position, moi je mettrais Manu Ginobili parce qu'il est toujours là, le vieux briscard. Bon, s'il enlèverait son petit flopping, il serait encore plus agréable à voir jouer, mais c'est vrai qu'il est toujours présent et moi j'adore ce joueur. Il a fait c'est aussi son beaucoup petit de matchs côté. sur l'infirmerie, je crois aussi. C'était un peu son problème. Ouais, Sinon, c'est c'est ça, sûr ouais. qu'il aurait été dans la course aussi. Oh oui, c'est clairement. Ouais. Ah, pour le flopping, c'est son petit côté tango argentin. Hein. Ça, c'est. Ça, c'est évident. Moi, je vous rejoins complètement, hein, messieurs. Harden, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait. Il a tout la titulaire en puissance et quand il rentre, tout de suite, il apporte ce qu'on lui demande. C'est pas un énorme défenseur, mais il tient sa place. Et en attaque, surtout, il ouvre les espaces pour les pénétrations de Russell Westbrook avec ses tirs à 3 points. Et il a cette faculté également aussi de rentrer en pénétration, notamment avec sa main gauche. Pour ça, il est assez similaire avec Manu Ginobili.
Il y a eu un comparatif qui a été fait sur un site internet, confrère de Basket Evolution, où on comparait les jeux de James Harden et de Manu Ginobili, et c'est vrai que la ressemblance est clairement très très frappante, quoi, hein. C'est deux joueurs qui ont un jeu quasiment similaire, avec un jeu en pénétration qui est assez redoutable, notamment du fait qu'il soit gaucher aussi. Monsieur. Parce que c'est à peu près tout hein, sur les 6e hommes. Voilà. On va peut-être en rester là, et on va ensuite parler du trophée de MIP, le Most Improved Player, donc le joueur ayant le plus progressé. C'est sûrement l'un des trophées les plus difficiles à pronostiquer, et un trophée qui fait vraiment débat. Donc messieurs, je vous écoute, hein, on va peut-être démarrer par Mike ce coup-ci. Bah écoute, moi en premier, je mettrais bien Pekovic, qui a un bon volume de jeu, qui évolue. J'ai pas ses stats en tête, mais l'année dernière c'était vraiment pas terrible. Ça serait mon premier choix. Après, ce qui arrive derrière, c'est un peu compliqué. Pour faire plaisir à Getz, je vais mettre Goran Dragic, qui a quand même, pendant l'absence de Kyle Lowry, porté les Houston Rockets à bout de bras. Et on a vu quand il y a eu le retour de Lowry, justement, que l'équipe tournait moins bien. Même si Lowry sortait du banc, on a vu que l'équipe tournait moins bien. Je crois qu'ils sont sur 6 défaites consécutives ou 5, quelque chose comme ça. Et il y avait justement un confrère de Basket Evolution aussi qui faisait le parallèle avec ça. Et donc le troisième, je suis un peu plus sur ma réserve. Mais j'aime beaucoup, je vais être un peu chauvin, j'aime beaucoup l'apport de Jason Smith en ce moment. Qui tourne à plus de 10 points, 6 rebonds pour son volume de jeu, avec la mise au vert de Carl Landry qui est pas mauvais et qui donne une bonne intensité défensive. Donc je vais le mettre sur le podium pour être un peu chauvin. Oui, coach. Oui, donc le trophée de MIP, c'est sûr, c'est toujours le plus difficile à décerner. Entre d'un côté les joueurs qui étaient très solides et qui sont devenus, qui ont acquis le statut de All-Star, je pense par exemple cette année à Andrew Bynum, les joueurs qui viennent de nulle part et qui ont plus ou moins explosé cette année, comme Jeremy Lin, Brian Mullens, il y en a quelques-uns dans le cas. Des joueurs qui sont encore très jeunes mais qui progressent rapidement, comme Greg Monroe, Gordon Hayward. Mais pour moi, le joueur qui a le plus progressé cette année, on le trouve du côté d'Orlando, et c'est Ryan Anderson, qui a pris un volume de jeu fantastique du côté du Magic, et qui est devenu le numéro 2 derrière Dwight Howard dans l'équipe, et qui même maintenant assure parfaitement à l'intérieur en l'absence de Dwight. Donc voilà, Ryan Anderson, un shooter fantastique. Je crois qu'il a mis plus de 150 paniers à 3 points cette saison, de loin le premier. Donc voilà, je mettrai Anderson numéro 1. Derrière, pour moi, le numéro 2, donc j'ai cité précédemment, c'est Brian Mullens. Alors lui qui vient vraiment de nulle part, et qui à Charlotte s'est vraiment métamorphosé cette année. Il est devenu, au sein de l'équipe la plus faible de la ligue, c'est vrai, mais il est devenu à la fois le meilleur joueur sur le terrain et également un leader. Quand on voit comment l'équipe fonctionne, c'est souvent lui qui parle à ses coéquipiers. Donc voilà, il sera à voir cet été aux Jeux Olympiques avec l'équipe d'Angleterre. Ce sera assez sympa de le voir avec Luol Deng, Ben Gordon. Et puis mon troisième choix, c'est un pivot qu'on trouve du côté de Sacramento, c'est DeMarcus Cousins. Voilà, pivot assez décrié pour ses frasques hors du terrain et dans les vestiaires, mais qui cette année est vraiment devenu l'un des meilleurs pivots de la ligue, aussi bien en termes en attaque qu'au niveau du rebond. Donc voilà, Cousins pour moi numéro 3. Le changement de coach lui a vraiment fait du bien. Ouais. Vas-y, Free. C'est vrai que c'est un trophée qui est hyper subjectif, parce que au fond on récompense la progression d'un joueur, mais la progression d'un joueur c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer. Par exemple, je prends le cas de Pekovic. Est-ce que c'est quelqu'un qui a véritablement progressé dans son jeu entre l'an dernier et cette année? J'ai plutôt envie de dire que c'est quelqu'un à qui on a fait plus confiance. Alors est-ce qu'à ce moment-là on peut donner du trophée de MIP? Il n'y a pas de vérité en soi, hein. Il n'y a pas de critères bien déterminés, donc c'est suivant un petit peu à chacun. C'est pour ça que c'est hyper subjectif et que c'est difficile de bien argumenter dessus. Moi, après, à titre personnel, j'aurais tendance à donner ma première place pour la MIP à Jeremy Lin, pour la simple et bonne raison qu'il était prêt à être coupé encore cette année, vraiment dans le néant de la NBA. Et il s'est retrouvé là depuis qu'il est titulaire, il fait ses matchs vraiment de manière impressionnante. Du coup, j'aurais tendance à lui donner le trophée de la MIP.
Parce que justement, il est passé de rien à quasiment un titulaire à son poste de Knicks. Je trouvais ça assez exceptionnel. Deuxième place, je la donnerai à Greg Monroe. Là, c'est pareil, c'est encore subjectif parce qu'on peut se dire qu'un rookie qui passe sur son mort, bah forcément, normalement, il va progresser. Mais là où je donne un peu plus de crédit, c'est qu'il a véritablement pris un rôle de patron chez les Pistons, quasiment de franchise player, ce qui n'est pas rien. Et je considère que ça c'est important, c'est pour ça que je donne ma seconde place. Et pour vous dire, je sais même plus à qui j'ai donné ma troisième place. Je crois que j'ai donné à Pekovic. Mais j'avais un peu de Alors, réserve du fait que je crois que c'était à Pekovic que j'avais donné, mais comme quoi. laisse-moi te confirmer ça. Non, ce n'était pas à Pekovic, Ah, c'était à Marcin Gortat. j'avais donné à Gortat, ouais, parce que c'est vrai que j'avais trouvé que Ouais. Pekovic était très dépendant de Rubio dans son jeu. Je crois qu'il était beaucoup mis en valeur par Rubio. Et j'avais donné à Gortat qui a pour moi cette saison véritablement avec Steve Nash. C'est vraiment la deuxième option des Suns. Il est assez incontournable et mine de rien, il fait ses matchs, on n'entend pas parler. Et je voulais lui donner justement un petit vote parce que pour moi, c'est une saison exceptionnelle. On s'attendait un peu à ce qu'il explose, c'était quasiment attendu qu'il explose dans une certaine mesure. Mais je trouve qu'il mériterait son trophée de MVP, mais encore une fois, c'est hyper subjectif. Ouais, comme l'a dit Free, c'est hyper subjectif et pourtant, je le rejoins sur ces deux premiers choix en tout cas. Jeremy Lin, pour moi, c'est la révélation de la saison. Il est parti de rien, il a explosé complètement, il a relancé la saison des Knicks. À mon avis, sans Jeremy Lin, la saison des Knicks, je me demande même s'il pouvait se qualifier pour les playoffs. Il a, tout simplement, il a illuminé cette saison des Knicks. Alors, bon, ça s'est moins bien terminé avec cette blessure, mais quand on voit qu'il était à deux doigts de se faire couper, et quand on voit l'impact qu'il a eu derrière dans cette équipe, c'est tout bonnement exceptionnel. Il a surtout, Tout bonnement, Vas-y Mike, vas-y. il a surtout redynamisé ses coéquipiers parce qu'ils avaient plus du tout le moral et ça se voyait qu'avec la hype qu'il a eue dans les journaux, il prenait toute la pression pour lui et tous ses coéquipiers du coup étaient libérés. Ah oui, non, mais c'est clair. Donc moi, Lynn, pour moi, incontournable cette année. Et je vois bien les votes, les votants journalistes de la NBA lui attribuer le trophée tout de même. En deux, je rejoins aussi sur Greg Monroe, qui est quasiment, donc, comme Free l'a dit, le franchise player des Pistons. Grosse progression pour sa deuxième saison. Et ça va être l'un des tout bons pivots de la conférence prochainement. Un pivot gaucher, très bon passeur aussi. C'est assez rare pour être souligné. Formation George. Ouais, ah ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est vraiment l'avenir des Pistons, hein, clairement. Et puis pour le troisième, alors là, il y a plein de prétendants, mais pour moi, personne ne se détache réellement. Il y a Ryan Anderson, comme l'a dit coach. J'avais aussi les deux meneurs des Rockets, Laurie pour le début de saison, Dragic pour la fin de saison, Pekovic, et puis il y en a un dont on parle pas beaucoup, mais c'est Paul George avec les Pacers. Et peut-être que je mettrais Paul George parce que vu la saison d'Indiana, elle doit aussi pas mal à cet ailier bondissant qui lui aussi, dans les années futures, à mon avis, il en a vraiment sous la semelle. Hein. Voilà. Si quelqu'un veut réagir ou si on passe sur le trophée suivant. Bah moi je voulais un peu parler d'Indiana. J'ai eu la chance de voir Darren Collison aux Hornets et l'impact que prend sa carrière à Indiana, c'est vraiment terrible. Il est en régression totale. Alors si Paul George est en progression, Darren Collison, c'est le néant cette année, avec des stats très pauvres. Il a aucun impact sur ses coéquipiers. Et là, Georgie vient d'être promu dans le 5 majeur et Collison ne reviendra peut-être jamais dans un 5 majeur NBA. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, mais d'un certain côté, on s'y attendait. On voyait là ces derniers matchs, même ces derniers matchs, quasiment j'avais envie de dire même dès le début, c'était pas si exceptionnel que ça dès le début, ça accrochait mal. Bon après il est plutôt bon défenseur, c'est là où est vraiment son apport, mais c'est vrai qu'on attend un peu plus de lui et c'est un petit peu décevant à ce niveau-là. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais il a Voilà, pas d'impact physique. Vas-y Pas de coach. physique. Tout à fait, non, moi vas-y Free, continue encore sur Collison si vous avez encore quelque chose à dire. Non, moi j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est quelque chose dont on pouvait s'attendre parce que ça faisait un petit bout de match, même quasiment dès le début depuis qu'il était à Indiana qui était moyen. C'était prévisible, j'ai envie de dire. Non mais ce qu'on peut dire c'est surtout qu'il travaille pas pendant l'off-season, c'est pas possible. Un mec comme Davis est fluet, mais il est pas encore NBA, il est tout jeune. Collison, ça fait quand même
la troisième saison, là, il me semble, qu'il est en NBA, il a des bras tout fins, bon, il s'est un peu musclé, mais c'est pas hors norme, c'est pas assez pour lutter avec les meneurs qui sont en face de lui. Quand on s'appelle Steve Nash, on peut être un peu moins bien physiquement, on a une palette offensive et de passe tellement énorme, mais Collison, il faut qu'il travaille son physique, c'est indéniable. Oui, voilà, donc Collison, hein, on pouvait aussi le comparer un peu à Drew Holiday, sorti de la même fac, quasiment la même année. Et quand on voit l'évolution des deux joueurs, c'est vrai que Holiday l'a quand même supplanté. Bon, Et c'est vrai qu'on Westbrook aussi. fait. Voilà, Westbrook, c'est encore une autre dimension, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Bon, on va peut-être en finir avec cette petite aparté. Et on va enchaîner tout simplement sur le trophée de coach de l'année. Messieurs, encore un trophée qui est pas si facile que ça à attribuer, qui dépend aussi beaucoup du bilan de l'équipe. Et là-dessus, on va peut-être démarrer avec coach Voilà, pour avoir avec son avis. le coach of the year, ouais, c'est sûr que c'est aussi un award qui est difficile à décerner parce que est-ce qu'on récompense un coach qui finit premier mais avec un effectif historique comme je sais pas comme à Miami ou à Oklahoma City? Est-ce qu'on récompense un coach qui a amené une équipe qu'on n'attendait pas là vers les playoffs? On peut peut-être penser à Gentry à Phoenix si les Suns se qualifient. Est-ce qu'on récompense une équipe qui a progressé mais qui a également bénéficié d'un bon recrutement comme Del Negro ou Vogel avec Indiana? Donc c'est sûr que c'est un award qui est toujours assez difficile à décerner. Alors pour ma part, je le donnerais quand même à Greg Popovich. Voilà, on attendait les Spurs sur le déclin après l'affront des playoffs de l'année dernière face à Memphis. Et les Spurs ont répondu présent malgré les blessures de Ginobili. Alors on a retrouvé un Tony Parker vraiment au meilleur niveau de sa carrière et qui pourrait recevoir quelques voix pour le trophée de joueur ayant le plus progressé parce qu'il a vraiment acquis une nouvelle dimension cette année. Et puis Tim Duncan, voilà, qui revient vraiment après voilà quelques années où on le voyait sur le déclin. Cette année, il a fait vraiment une saison très solide. Donc Popovich numéro 1. Deuxième, personnellement, je me le donnerais à Lionel Hollins de Memphis, qui a réussi, malgré l'absence de Zach Randolph, qui était quand même de loin le meilleur joueur de l'équipe, à maintenir les Grizzlies dans les sommets de la conférence Ouest. Et Dieu sait que c'est difficile de rester bien placé dans cette conférence. Et enfin, troisième voie, alors je le donnerai à Vinny Del Negro pour ce qu'il a fait avec les Clippers. Voilà, là, il a bien géré l'arrivée de Chris Paul et puis malgré la blessure de Chauncey Billups, il a su bien gérer son effectif. Voilà, une bonne gestion, je trouve, de Mo Williams qui apporte en sortie de banc. Donc pour moi, il a fait du bon travail. C'est vrai que c'était un trophée cette année, le trophée Coach of the Year. Je crois que c'était Bill Simmons qui avait fait la remarque. C'est peut-être le trophée le plus disputé qui soit. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de coachs qu'on peut dire qu'on fait un boulot exceptionnel. Que ce soit Doc Rivers, Lionel Hollins, Alvin Gentry, Rick Adelman. Il y en a vraiment plein. Moi, si j'avais mon classement à faire, en 1, je mettrais Popovich aussi. Parce que déjà, faut être franc, les Spurs qui vont peut-être finir encore une fois premier à l'ouest, on s'y attendait déjà pas la saison dernière, mais cette année on se disait non, avec le programme ça va être impossible. Et finalement ils ont peut-être fini encore premier. Et surtout la façon de partager les minutes, de lancer des joueurs totalement inconnus. Je prends Danny Green il était fini, il était terminé. Et là il est quasiment titulaire aux Spurs. Et il y a aussi cette façon incroyable de plier un match en un quart-temps. Combien de fois on a vu en fin de saison, au bout du premier quart-temps ils avaient fait l'écart, c'était fini. Ils mettaient les remplaçants, ça revenait pas, l'écart même s'incroyable était encore plus important. C'est fou. Hein. C'est assez exceptionnel, incroyable, je trouve. C'est pour ça que je donnerai à Popovich. Vous voyez où est 30 Oui, allez, vas-y. Ouais, c'est sûr, non, mais oui, on voyait des cartons à 31-12 à la fin du premier carton, et puis voilà, Parker, Duncan qui remettait les survêtements, et c'était réglé, voilà, oui. Je crois qu'il y a que 2 joueurs aux Spurs qui sont au-dessus de 24 minutes, c'est Duncan qui a 28, c'est quand même très peu, et Parker qui a 32. Faut se rendre compte que c'est absolument exceptionnel, crois, ouais. C'est quelque exceptionnel, en plus ils sont premiers, et pas avec un effectif assez hallucinant. C'est pour ça que je donnerai à Popovich, et que dans la course au MVP, j'aurais tendance à donner un petit peu moins à Parker, parce qu'il y a un système Spurs, il y a une sorte d'académie de jeu, et je trouve que c'est assez exceptionnel, et c'est pour ça avant tout qu'ils finissent premier. Après, en deuxième, j'aurais tendance à donner mon vote à Thibodeau. Des fois, c'est un petit peu limite offensivement, mais réussir à motiver ses joueurs pour être présents chaque soir défensivement,
c'est assez exceptionnel, je trouve. Et si les Bulls sont premiers cette saison, Thibodeau, il est vraiment pour beaucoup parce qu'à chaque fois, chaque match, il arrive à faire que son équipe va se donner à 100%. Et là encore, c'est assez exceptionnel. Et faire défendre Korver, c'était pas facile. Hein. Oui, en plus. Pas facile. Pas gagné. Je crois que troisième, j'hésitais entre Doc Rivers, mais Doc Rivers, je considérais que c'était aussi un peu les vétérans qui s'étaient réveillés. Et du coup, je vais le donner aussi à Lionel Hollins, parce que c'était une fois de plus pas facile du côté de Memphis. Quand Zach Randolph, Darrell Arthur ont fini leur saison assez rapidement, on s'est dit bon, c'est plié, ils seront jamais dans la course playoff. Et résultat, ils vont finir 5ème à peu près. Bon, ça peut encore varier, mais c'est là aussi, c'est monstrueux. Ils ont fait venir Spade, ils l'ont bien fait jouer. J'ai envie de dire nickel. Après, moi, par contre, je suis plus réservé sur Del Negro parce que je considère qu'une grande partie de l'équipe passe par Chris Paul, qui est vraiment le patron sur et en dehors du terrain. C'est pour ça que j'ai un peu plus de mal avec Del Negro. Mais une fois de plus, il y a encore plein d'autres coachs qu'on pourrait citer. George Karl pour aussi le partage des minutes à Denver. Il y a vraiment plein de monde qui a fait un super boulot. Et c'est assez difficile. Et c'est Tyron Corbin avec Utah. Ouais, non, mais voilà, c'est exceptionnel. C'est vraiment, il y a plein de monde à citer. Il y a plein de coachs. Et puis pour Del Negro, quand t'as un mec comme Billups dans les vestiaires, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Il a un assistant coach en North et il s'appelle Chauncey Billups. Et je pense que là, on tient peut-être l'un des futurs coachs de la ligue. Ça m'étonnerait pas. Un mec posé, mais qui a de la poigne quand même. Ouais, là, je pense qu'on en tient avec Derek Fisher. Là, je pense qu'il y a 2 coachs. Ça pourrait faire l'affaire. Et ben, moi, je rejoins Free sur, en tout cas, les 2 premiers choix. Popovic, toujours pour sa capacité à reposer ses stars, à pianoter sur le banc, à sortir avec le système Spurs des joueurs sortis de nulle part. Surtout, il a pas dégoûté par exemple un joueur comme Thiago Splitter qui en avait vraiment bavé pour sa première saison. Il l'a intégré parfaitement, j'ai trouvé. Pour le rookie Leonard, pareil. Sa transition s'est fait en douceur, son arrivée dans la NBA en douceur. Il a toujours gardé sous le coude son petit Gary Neal là, pour les tirs à 3 points. Je me souviens d'un match face aux Clippers justement là où il amène les Spurs en prolongation. Voilà. Danny Green qui sort de nulle part. On a toujours Matt Bonner aussi. Bon, Ginobili qui sort du banc. Il pianote tout ça avec main de maître. Il joue vraiment. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait sur un banc. Et le fait que c'est comme disait Free tout à l'heure, le fait que les Spurs soient premiers de la conférence Ouest, alors que comme chaque année on dit ah non ils sont trop vieux, ah non ils termineront jamais premiers de la conférence, cette année ils vont encore se faire sortir au premier tour, etc. etc. Bon, c'est ouais. Là, chapeau bas, Popovic, vraiment exceptionnel. En numéro 2, Thibodeau aussi pour sa capacité, comme tu l'as dit, à motiver ses joueurs, notamment défensivement tous les soirs. Et puis à faire face aux blessures aussi. Pareil, avec son banc, il y a Deng qui a été blessé un peu, Derrick Rose bien sûr, Boozer un moment, Noah qui a raté quelques matchs aussi. Tous les 4 de l'équipe ont raté des matchs. Et ben pareil, il arrive à sortir des joueurs. Moi, je vois CJ Watson il y a pas longtemps, John Lucas. Qui est-ce qu'on a eu encore? Bon, bien sûr, Korver, ce qu'on appelle couramment le bench mob de Chicago, qui a vraiment été. Omer Asik aussi, voilà. Non, Gibson, Dash Gibson, voilà. On peut citer tout le banc des Bulls. Pour moi, ces mecs-là sont aussi importants que les titulaires dans cette équipe. Et c'est ce qui fait. Voilà, et c'est ce qui fait que les Bulls sont devant Miami, tout simplement dans la conférence. Et c'est grâce à coach Thibodeau, ça c'est sûr. Vraiment un gars avec un gros charisme. Et puis en numéro 3, moi je le donnerais presque. Alors, j'étais presque d'accord avec vous, avec Lionel Hollins, George Karl aussi, pour la même capacité qu'il a avec que Popovic, avec un effectif assez pléthorique et à distribuer finalement les cartes. Mais je le donnerais finalement à Frank Vogel, le coach des Pacers, qui est arrivé sur la pointe des pieds l'année passée. Finalement, c'était le petit coach intérimaire. Allez, on l'envoie au feu au playoff, on verra bien ce qui va se passer. Il tient tête aux Bulls un peu sur la première série avec les moyens du bord. Ils font, bien sûr, le front office fait un sacré boulot en faisant venir Barbosa, David West, George Hill. Donc bon, il a eu du matériel pour pouvoir accrocher cette 3e place. Mais bon, il fallait quand même y arriver. Il fallait intégrer les joueurs. Il fallait, il fallait tout simplement être un bon coach pour pouvoir garder son équipe à ce niveau-là. Au niveau des 3e, voilà. Ouais, il a réussi à donner une véritable identité à Indiana, qui est une identité de battant, vraiment de mort de faim, de crève la dalle défensivement.
On l'avait déjà vu dans les Ouais, c'est. playoffs. Et c'est ça qu'il a réussi à garder sur toute la saison. Et Indiana, ils sont troisième en ce moment. Bon, ok, d'accord, c'est vrai qu'ils ont un effectif qui est pas moche, mais de là à faire troisième, on se dit quand même, waouh, quoi, personne Ouais, n'aurait parié là-dessus en début de saison. Et c'est vrai que bon, ils ont des fois des coups de moins, surtout offensivement, quand Granger, West sont un peu moins en réussite, mais défensivement, ils sont toujours là. Et c'est vrai qu'en plus, ils ont des joueurs comme Hansbrough, comme Edmondson, comme Hill, ouais, qui sont un peu des battants. Et je trouve que c'est vrai que Vogel fait un super taf parce qu'il arrive, une fois de plus, un peu comme Thibodeau, à ce que les joueurs, on sent que voilà, ils rentrent sur le terrain. On a bien vu, ça a failli ouais. plusieurs fois. Indiana, ils ont été un petit peu dans des coups avec Minnesota Hum. dernièrement. Hmm. Et ce qui fait qu'on a l'impression que les joueurs sont presque un peu des méchants, sans trop l'être bien évidemment. Et ça fait qu'Indiana est troisième. Et je trouve que c'est vrai qu'on en parle assez peu de Vogel, mais c'est vraiment à son mérite. Ouais, ouais. Voilà, bah messieurs, je crois qu'on a fait le tour hein, en ce qui concerne tous les trophées pour cette saison. Si on rentre pas dans le détail ensuite des équipes défensives, des équipes All NBA. Alors je sais pas, est-ce que vous voulez qu'on donne peut-être les équipes, votre équipe type, ou peut-être vos 2-5 NBA. On va peut-être conclure là-dessus, sur vos 2-5 NBA avec quelques justifications par-ci par-là. On va peut-être démarrer avec coach. Voilà, donc écoutez, moi pour mon 5, donc je vais commencer avec le backcourt composé de Chris Paul et de Russell Westbrook. Donc voilà, pour les raisons qu'on a évoquées un peu plus tôt, donc deux joueurs qui ont fait une saison exceptionnelle. À l'aile, les deux favoris pour le trophée de MVP, LeBron James et Kevin Durant. À mon avis, ça souffre d'aucune contestation. Et puis enfin, donc au poste de pivot, Dwight Howard, qui, bon, malgré ses problèmes, voilà, extra sportifs avec la franchise, a quand même été exceptionnel sur le terrain cette saison. Donc voilà mon premier 5. Et s'il faut donner un deuxième 5, alors le backcourt serait composé de Tony Parker et de Kobe. Donc voilà, Tipeee qui a porté les Spurs vers les sommets. Kobe Bryant, qu'on annonçait sur le déclin, voilà, légèrement. Il est encore meilleur marqueur de la ligue cette année et il n'est pas prêt de s'arrêter à mon avis. Sur les ailes, on retrouve Blake Griffin et Kevin Love. Donc voilà, Kevin Love qui fait statistiquement une saison qui aurait pu lui donner le trophée de MVP si les Timberwolves avaient été dans le coup, dans les hauts du tableau. Blake Griffin qui a été excellent avec les Clippers. Voilà, j'ai hâte de les voir en playoff. Et au poste de pivot, eh bien la révélation au poste de pivot cette année, Andrew Bynum. Voilà, avec les Lakers. Donc voilà pour mes 2-5 majeurs. Ouais, moi ça ressemble un petit peu près. J'avais essayé moi cette année vraiment de respecter les postes, quasiment poste pour poste. Un meneur est un meneur, un arrière est un arrière, un ailier est un ailier. Du coup, ça me gênait un petit peu parce que ça m'énervait de placer certains joueurs si haut, mais bon, voilà, j'ai décidé de faire avec les postes. Alors en meneur, j'avais mis Chris Paul, pour moi indiscutable. C'est une saison exceptionnelle. En 2, j'avais mis Kobe Bryant. Justement, ça me gêne un petit peu de le mettre en deuxième dans la first team parce que j'ai plein de choses à lui reprocher. Mais bon, allez, pour une fois, je vais être gentil, je vais dire que c'est quand même lui qui s'est battu jusqu'au bout. Quand on n'y croyait plus du côté des Lakers, il se battait encore, certes avec beaucoup de shoots. Mais je pense que si les Lakers se sont un peu relancés à un moment, c'est principalement grâce à lui, au fait qu'il lâche rien. Après, à l'aile, j'avais mis Durant, j'ai quand même mis James en poste 4 et Howard au poste de pivot. Et dans ma seconde team, j'hésitais pour le poste de meneur entre Westbrook, Parker, Nash. J'avais vraiment envie de mettre Nash. Et je me suis dit que j'ai quand même mis Westbrook parce qu'offensivement, il a des responsabilités assez monstrueuses et il doit être là chaque soir. Deuxième arrière, j'avais mis Dwayne Wade parce que c'est un peu le désert de toute manière à ce poste-là. En ailier, j'avais mis Paul Pierce. C'est un choix discutable, mais un peu comme Bryant avec les Lakers. C'est lui qui a réveillé les Celtics, qui a cru quand personne n'y croyait, et qui a vraiment été le patron une fois de plus sur le terrain. Et je pense que s'ils se sont relancés, plus que Doc Rivers, plus que Rondo, plus que Garnett, c'est grâce à Pierce. Ouais, Et coup de ouais, chapeau à lui. L'ailier fort, j'hésitais entre Nowitzki, qui finalement fait une saison plutôt correcte. On n'en parle pas une fois de plus, mais il fait une saison correcte, mais j'ai préféré mettre Kevin Love. Parce que bon, même si Rubio avait un grand impact, et pourtant je suis pas un fan de Kevin Love, ça reste néanmoins monstrueux ce qu'il fait, et offensivement, c'est dingue. Et au poste de pivot, ça me gênait aussi de mettre Andrew Bynum, mais un peu comme Wade, parce que bon, pour moi, il y a beaucoup de problèmes de comportement, ça me gêne. Bon, après, il reste très fort offensivement aujourd'hui, maintenant, quand il met 30 points, ça étonne plus personne. Donc, ça ouais. reste indiscutable. Et donc voilà pour mes 2-5 de la saison.
Alors moi c'est pareil que Free, j'ai eu un petit peu ce problème-là. Est-ce que je mets les vrais postes ou alors est-ce que je ne respecte pas entre le 3 et 4? C'est toujours un grand débat. Mais alors pour ma first team, j'ai mis Chris Paul qui gère toujours de main de maître et fin de match. On l'a connu aux Hornets, on connaît toujours avec la même capacité de finir les matchs. Je me rappelle encore de son buzzer beater contre Indiana avec les Hornets, mais là il en met encore en lay-up face à Serge Ibaka. Faut quand même rentrer dans le mastic avec Serge Ibaka. Ouais, c'est clair. Je mettrais Westbrook en poste 2, même si j'ai eu ce problème de respecter les postes ou pas, qui a quand même secondé Kevin Durant de main de maître. LeBron James et Kevin Durant aux ailes, et Dwight Howard, malgré qu'il n'ait pas fait la saison entière. Pour la deuxième équipe, je vais avoir un petit problème avec les Lakers et les Celtics, qui vont un peu me taper dessus parce que c'est une équipe exclusivement Celtics et Lakers. Donc je vais mettre Rondo en poste 1. Bryant, donc je vais mettre en poste 2, et je rejoins Free là-dessus. C'est un peu le désert en poste 2, j'espère l'année prochaine l'émergence d'Eric Gordon. En poste 3, je vais mettre Paul Pierce, qui a été génial, qui a mis plein de matchs à plus de 30 points, il me semble. Et en poste 4, je vais garder Kevin Garnett, qui après l'All-Star Game, a super bien défendu, a remonté la pente avec les Celtics, et que j'ai vraiment trouvé admirable. Et en poste 5, donc je vais pas être original, je vais mettre Andrew Bynum, malgré le peu d'intelligence, il me fait de plus en plus penser à DeMarcus Cousins. Et il y a des phrases qui me gênent, la prise à 3 points, vouloir voler la balle à Steve Blake, à son coéquipier. Je crois qu'au dernier match, il a gueulé encore sur un coéquipier, c'est voilà, c'est c'est énorme. Ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors Cousins, lui, ce qui lui a fait du bien, c'est qu'il y a eu un changement de coach. Et là, depuis, ça va mieux. Bynum, par contre, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de comportement. Et on l'a encore vu hier soir. Ah ouais, c'est... Mais McGee, je pense qu'il va se calmer à Denver avec l'effectif qu'il a, etc. On va moins en entendre parler. Un meilleur environnement. Il est mieux entouré, ouais. C'est sûr. Ouais. Meilleur environnement. Voilà. Alors pour moi, je vais vous rejoindre, notamment dans le premier 5, du classique, hein, avec Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James, Dwight Howard. Donc James en poste 4, je voyais pas un autre 5 que celui-ci. Et dans le deuxième 5, je mets donc Tony Parker, un peu aussi pour la magnifique saison qu'il fait, le bilan. Donc en meneur, en 2, j'ai mis Westbrook, parce qu'on pourrait très bien l'imaginer en poste 2, même s'il joue en poste 1. En numéro 3, j'ai mis Paul Pierce, parce que la deuxième partie de saison après le All-Star Break, c'est tout simplement exceptionnel ce qu'il fait. Comme l'a dit Free, c'est lui qui a réveillé l'équipe. Et en poste 4, Kevin Love. Très grosse saison jusqu'à ce que Rubio se blesse, hein, on l'a dit tout à l'heure. Après, un peu moins convaincant, même s'il a toujours sorti ses grosses statistiques. Et en poste 5, oui, Andrew Bynum quand même, malgré tout. Ne serait-ce que pour son match à 30 rebonds dernièrement. Voilà un joueur aussi qui a quand même progressé dans le jeu, même s'il n'a pas progressé dans l'attitude, qui aurait pu prétendre aussi à quelques voix dans le trophée de MIP. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon deuxième 5. Voilà. Messieurs, si vous avez quelque chose à rajouter. Voilà, je pense. Oh, allez-y, hein. J'ai dit que c'était tout de mon côté. Non, moi je pense qu'on a fait le dossier, on était bien complet au niveau de tous les trophées, voilà. Je voulais juste rappeler donc aux membres concernés donc qu'ils ont jusqu'à dimanche prochain pour m'envoyer leur vote donc pour les trophées de Basket Evolution. Donc voilà, comme les journalistes en NBA, on va décerner nos trophées NBA donc de la saison. Donc j'en ai déjà reçu une vingtaine, j'en attends encore une petite vingtaine. Donc voilà, si vous pouviez faire ça la semaine prochaine, pour qu'on puisse comptabiliser vos voix. Ouais, surtout que si vous rendez pas les copies, c'est 0, hein. Coach l'a dit. Voilà, exactement, c'est 0 et c'est Mister Triple Double, on sait quelque chose. Oui, tout et à c'est fait. Raptors qui note en plus. Et c'est Raptors qui note, oui. Voilà, pour préciser que la semaine prochaine, on va essayer de faire une émission spéciale sur les playoffs. Je sais pas encore comment ça va se faire. On va essayer de le faire en après-midi. Je sais pas, c'est pas encore certain, on en discute. Mais pour dire que oui, il y aura aussi un bénévole la semaine prochaine. Quand on sera les affiches sur les playoffs, on va essayer de faire ça rapidement. Faire un truc bien sympa pour le début des grosses hostilités, enfin. Exactement, pour le début. Ouais, pour le début des playoffs, hein, une émission qu'on va vous préparer, qui est pour le moment en gestation, hein, comme on dit. Et on espère donc du coup vous retrouver très rapidement prochainement. Mike, si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je voulais juste dire que je rejoins Free, que les 66 matchs de saison, c'est quelqu'un, ça doit être pareil pour coach, mais pour quelqu'un qui suit son équipe,
qui tangue pas vraiment, mais qui a des blessures, etc. J'attends avec impatience les playoffs parce que là, il y en a marre au bout d'un moment. Ouais. C'est sûr. Et il n'y a que 66 matchs. Hein. Parce que... On va dans la Mais c'est bien ça le problème. Et le problème, il est là, avec 82 matchs, bon, on n'a toujours pas l'intensité qu'on peut retrouver en Europe, mais le problème avec les 66 matchs, là, c'est j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas le jeu déjà, et ensuite c'est pauvre niveau intensité. Il y a peut-être 10 matchs qui se dégagent de la saison, je pense, pas plus. Ouais, non, je suis d'accord avec à peu toi. près, C'est ouais. toujours le problème. Hein. C'est sûr. Du coup, tu te Voilà, mets dans messieurs. l'alcool, quoi. Voilà. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les considérations privées pour terminer cette émission. Non, je ne relèverai pas. Oh. Voilà, sur ce, on vous salue, on vous dit à très vite hein, sur le forum. À très vite sur le forum. Basket Evolution. N'hésitez pas à poster vos impressions sur l'émission, etc., à réagir. Si vous avez quelques demandes également, voilà, on essaye toujours d'en prendre compte. Voilà. Il est temps du Real Barça maintenant. Voilà. Voilà, salut à tous. Ouais, tchuss. Bah, merci pour l'invite et bonne soirée à tout le monde. Salut à tous, bye bye.